Une découverte que personne n'a vu venir. Une vérité que personne n'était prêt à porter. Et au moment où Daddy Dave la prononce enfin à voix haute, la fragile architecture du monde des hors-la-loi de la rue commence à se fracturer le long de lignes de failles qui se formaient depuis des années invisibles mais inévitables. L'horloge numérique sur la table de nuit de Chief affichait 2h40, et jetant une faible lumière bleue dans une chambre qui sentait encore légèrement l'huile de moteur qui collait à ses vêtements. La sonnerie de téléphone a coupé le silence avec une violente insistance, le tirant du bord superficiel du sommeil. Ses muscles ont protesté quand il s'est retourné. Il avait passé la majeure partie de la semaine penché sur le compartiment moteur d'une Chevrolet têtue qui refusait de coopérer, chassant les fractions de seconde comme si elles étaient de l'oxygène. Ses rêves, quand il parvenait à en faire, étaient remplis de lumières d'arbres clignotantes et de l'écho de moteurs hurlant sur une piste d'un quart de mille. Pendant une demi-seconde, il envisagea de laisser sonner le téléphone. À cette heure-là, les appels signifiaient généralement une caution des essieux cassés ou une personne bloquée sur le bas-côté d'une route secondaire de l'Oklahoma avec de la fumée s'échappant de sous le capot. Des problèmes qui pouvaient attendre le lever du soleil. C'est alors qu'il a vu le nom brûler sur l'écran. Papa Dave. Quelque chose de froid et d'immédiat s'est installé derrière ses côtes. Dave n'appelait pas à 2h40 et 1h du matin, sauf si le sol avait bougé sous ses pieds. Il pressa le téléphone contre son oreille, son pouce accélérant déjà le brouillard de l'épuisement s'évaporant sous une poussée d'adrénaline qui semblait presque dangereuse pour un homme qui avait fonctionné à la caféine et au nerf pendant des jours. « Chef !» dit la voix de Dave qui n'est pas la bonne. Pas bruyante, pas paniquée, mais creuse. Contrôlée d'une manière qui suggère que le contrôle est la seule chose qui empêche quelque chose de bien plus volatile de se répandre. « J'ai besoin que vous écoutiez ce que je vais dire, » poursuit Dave. Et j'ai besoin que vous ne m'interrompiez pas jusqu'à ce que j'ai terminé. Pouvez-vous le faire ? Chief passa ses jambes par-dessus le côté du lit. Le sol était froid sous ses pieds nus, le clouant au sol, alors que chaque nerf de son corps se mettait au garde-à-vous. Il connaissait Dave depuis plus de 20 ans. Il l'avait vu sortir de voitures qui ressemblaient à des canettes de soda écrasées. Il était resté à ses côtés lors de divorces, de faillites, de naufrages brutaux et de pertes qui auraient de briser des hommes avec moins d'acier dans leur colonne vertébrale. Mais il n'avait jamais entendu ce ton auparavant. Ce n'était pas de la peur, ni même de la colère. C'était quelque chose de plus lourd, un mélange de résignation et de fureur à peine contenue. Le son d'un homme qui a franchi une ligne et qui ne peut pas revenir en arrière. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Dave. J'ai trouvé quelque chose que je ne peux pas ignorer. Et une fois que je vous l'aurai dit, une fois que cela aura quitté les 4 murs où je me trouve en ce moment, il n'y aura pas moyen de le remettre dans la boîte. L'équipe, les missions, les rues, la fraternité que nous avons construite. Tout cela est sur le point d'être testé comme jamais auparavant. Et je ne sais pas si nous survivrons à ce qui va suivre. La bouche du chef s'assèche. Son esprit passe en revue les pires scénarios à une vitesse vertigineuse. Enquête fédérale, agents infiltrés, informateurs, accidents qui n'en sont pas pistes financières, qui mènent là où aucun d'entre eux ne veut regarder. Le chef finit par demander d'une voix rauque « Où es-tu »« La ferme », dit Dave. « J'ai besoin de vous ici dans 1 heure. Amenez Sean Monza et personne d'autre. Pas avant que nous sachions à quoi nous avons affaire. Si la mauvaise personne découvre que j'ai cette preuve avant que nous ayons décidé quoi faire, nous sommes tous en danger. » La ligne s'est ensuite calmée, mais le silence était plus fort que n'importe quel moteur. Daddy Dave n'a pas gagné sa place dans le monde des courses clandestines d'Oklahoma City par accident. Son ascension n'est pas le fruit de la chance ou du hasard. Elle s'est forgée dans des garages peu éclairés par de simples ampoules à balancier où l'essence de course flottait dans l'air et où l'ambition avait un goût métallique sur la langue. Il a été un enfant qui avait plus de cœur que de stratégie, alignant des voitures cabossées contre des vétérans qui auraient dû le rayer de la carte, mais qui ne l'ont pas fait. Il y avait toujours quelque chose de différent chez lui. Il ne se contentait pas de courir, il chassait. Il étudiait la sensation d'une piste sous ses pneus. Il pouvait sentir quand un moteur était sur le point de lui donner tout ce qu'il lui restait. Il poussait les machines au-delà de ce que la logique permettait et les ramenait en vie d'une manière ou d'une autre. C'était une agression calculée, aiguisée par l'instinct. Les rues d'Oklahoma City, au début des années 2000, ne pardonnaient pas. La réputation n'était pas une mesure des médias sociaux, c'était une monnaie. Elle se gagnait au fur et à mesure des passages, et on pouvait la perdre tout aussi rapidement. Dave a construit sa première voiture sérieuse avec de l'argent emprunté et des pièces récupérées, restant éveillé pendant des nuits qui se confondaient avec des matins.
Il a effectué des réglages jusqu'à ce que la machine ressemble moins à du métal qu'à des terminaisons nerveuses. Lorsqu'il l'a finalement sorti et a commencé à battre les conducteurs qui avaient dominé ses routes pendant des années, les gens ont cessé de rire. Ils ont commencé à regarder. Son partenariat avec Chief est devenu légendaire. Là où Chief était méthodique, analytique, presque chirurgical dans sa précision, Dave était instinct et feu. Ensemble, ils ont formé l'épine dorsale de ce qui est devenu l'équipe des 405. Ce n'était pas seulement un groupe de coureurs, c'était un code. Une fraternité construite sur la loyauté, le silence et la compréhension que l'on ne doit jamais plier sous la pression. Mais les légendes ont un coût. L'accident de 2015 de Dave aurait dû tout arrêter. L'impact était du genre à réécrire la physique du genre, à réduire une voiture en métal tordu et à laisser les médecins utiliser des mots tels que « critique » et « incertain ». Il a survécu. Il est même revenu. Mais la survie laisse des traces. Des mois de kinésithérapie ont reconstruit les muscles. Rien n'a reconstruit les moments calmes de la nuit où il repassait le bruit du métal, s'effondrant autour de lui. Rien n'a effacé la conscience de l'étroitesse de la ligne à 200 milles à l'heure. Il a porté ses pensées seul, parce que l'image de Papa Dave ne pouvait pas se fissurer. Il était l'homme fort, l'homme stable, l'homme vers qui les autres se tournaient lorsque leur moteur explosait ou que leur vie s'écroulait. Chaque apparition publique exigeait de la force, chaque course exigeait de la confiance. Les caméras amplifiaient tout. Les fans ont vu la résilience, ils ont vu un guerrier qui ne pouvait pas être ébranlé. Ils n'ont pas vu l'accumulation, la douleur de vieilles blessures qui n'ont jamais complètement guéri, la pression mentale de diriger des hommes qui dépendent de lui, la pression de représenter quelque chose de plus grand que lui. Goutte à goutte, le poids l'a rempli. Pendant des années, il a absorbé les peurs des autres. Mais qui absorbe celle de l'homme fort, qui reste debout lorsque le pilier commence à se fissurer? Ces questions avaient hanté Dave bien avant la découverte, bien avant l'appel de 2h41. Il les avait dissimulées derrière un humour pince sans rire, derrière ce demi-sourire familier qui suggérait que rien ne pouvait l'ébranler. La première fissure était subtile. Monza l'a remarqué fin décembre 2024, virgule. Ils étaient dans son garage entourés du chaos, réconfortant des outils des carburateurs et des moteurs à moitié construits. Cela aurait dû être une routine. Un débat sur les réglages. Le genre de va-et-vient technique qui déclenche généralement des rires et des disputes. Mais Dave était distant. Ses réponses étaient brèves. Ses yeux dérivaient, ses mains habituellement stables s'attardaient trop longtemps sur rien. Monza l'a senti avant de le comprendre. Quelque chose ne tournait pas rond. Pas au niveau mécanique, pas au niveau de la course, au niveau personnel, au niveau du poids. Les ombres avaient commencé à s'allonger autour de Daddy Dave, s'étendant silencieusement derrière la légende que tout le monde pensait connaître. Et quoi qu'il ait trouvé cette nuit-là, quelle que soit la vérité, qu'il ait forcé à décrocher le téléphone à 2h40 et 1 du matin, ce n'était pas seulement une question de preuve. Il s'agissait de l'effondrement de quelque chose de sacré. Car lorsque l'homme le plus fort de la pièce murmure que tout est sur le point de changer, on n'entend pas que des mots. Vous sentez le sol se dérober sous vos pieds. Lorsque Monza a fait une blague sur les choix de vie douteux d'un ami commun, Dave n'a même pas esquissé un sourire. Il s'est contenté de fixer l'établi devant lui, sa mâchoire travaillant comme s'il mâchait des mots qu'il n'arrivait pas à prononcer. Monza avait essayé de le sonder gentiment, lui demandant si tout allait bien à la maison, si les effets persistants de vieilles blessures se manifestaient à nouveau, et s'il y avait quelque chose dont il voulait parler autour d'une bière loin du bruit et de la pression du monde de la course automobile. Dave avait détourné l'attention avec une aisance consommée, fabriquant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et changeant de sujet si facilement que Monza était presque convaincu qu'il avait imaginé tout l'échange. Presque. Mais le malaise persistait, une écharde logée sous la surface que Monza n'arrivait pas à extraire. Murdernova s'en est rendu compte lors d'une réunion d'équipe début janvier, au cours de laquelle il planifiait le calendrier des courses de la saison et discutait de challengers potentiels venant d'autres villes. Dave était assis dans un coin inhabituellement silencieux, son attention apparemment concentrée sur son téléphone, mais ses yeux ne suivaient pas vraiment l'écran. Lorsque le chef lui a demandé s'il devait accepter un défi lancé par une équipe du Texas, la réponse de Dave est arrivée plusieurs secondes trop tard, comme s'il avait été rappelé d'un endroit très éloigné. La réponse en elle-même était acceptable, tactiquement saine et stratégiquement raisonnable, mais la façon dont elle était présentée était telle qu'elle a déclenché des signaux d'alarme pour toute personne attentive.
Les disparitions nocturnes ont commencé à peu près à la même époque. Dave avait toujours eu des horaires irréguliers. Les coureurs de rue fonctionnent rarement selon des horaires conventionnels, mais celui-ci était différent. Il se présentait au garage au petit matin, sentant la poussière de la route et l'épuisement, offrant de vagues explications sur la vérification de lieux de course potentiels ou des réunions avec des fournisseurs de pièces qui ne correspondaient pas tout à fait quand on y réfléchissait trop attentivement. Son téléphone est devenu une présence constante dans sa main, et il s'éloignait brusquement des conversations quand il sonnait, se déplaçant vers des coins où il pouvait parler à voix basse qui suggérait que les appels étaient loin d'être décontractés. Le chef remarquait tout cela, cataloguant chaque moment étrange et chaque comportement inhabituel avec le même souci du détail qu'il mettait à diagnostiquer les problèmes de moteur. Il connaissait Dave depuis assez longtemps pour reconnaître que quelque chose rongeait son ami de l'intérieur. Et cela semblait plus grave que des problèmes personnels ou des tensions financières. Cela ressemblait au genre de fardeau qui transforme un homme remodelant les contours de son visage et projetant dans ses yeux des ombres qui n'y étaient pas auparavant. Le chef a essayé à plusieurs reprises de créer des opportunités pour que Dave s'ouvre, suggérant des trajets nocturnes où il pourrait parler loin de l'équipage, proposant de l'aider avec n'importe quel problème qui lui pesait clairement, faisant clairement comprendre qu'aucun jugement ne suivrait n'importe quelle confession. Mais Dave est resté enfermé derrière des murs qu'il avait construits avec un soin délibéré, détournant chaque tentative de conversation significative avec l'habileté de quelqu'un qui a pratiqué l'art de l'évasion jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. La frustration de l'équipage s'est accrue au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines et le comportement étrange de Dave continuait sans explication. En l'absence de faits, les spéculations allaient bon train. Certains pensaient qu'il avait des problèmes de santé qu'il ne voulait pas rendre publics, d'autres se demandaient s'il y avait des problèmes dans sa vie privée qu'il essayait de cacher aux caméras et à l'attention du public qui fait partie d'une émission de télévision regardée par des millions de personnes. La vérité était bien pire que tout ce qu'ils avaient imaginé. Dave ne s'éloignait pas à cause de démons personnels ou de luttes privées. Il s'éloignait parce qu'il était tombé sur quelque chose qui menaçait de déchirer le tissu même de la famille qu'ils avaient bâtie ensemble. Il essayait désespérément de trouver un moyen d'y faire face sans détruire toutes les personnes auxquelles il tenait. Le poids de cette connaissance l'écrasait lentement, le broyant jour après jour, et l'isolement nécessaire pour garder un secret aussi dévastateur le rongeait de l'intérieur. La preuve qui a tout changé. Le garage où Daddy Dave a choisi de révéler sa découverte se trouve dans la banlieue d'Oklahoma City. Ce bâtiment métallique anodin avait autrefois abrité une petite entreprise de fabrication avant d'être converti en entrepôt pour le matériel de course. Chief Sean et Monza sont arrivés à quelques minutes d'intervalle, leur véhicule roulant sur le terrain en gravier dans l'obscurité d'un matin de janvier, alors que la température oscillait juste au-dessus du point de congélation et que leur haleine formait des nuages visibles dans l'air. Aucun d'entre eux n'avait été informé de la raison exacte de cette convocation urgente, mais le ton de la voix de Dave avait clairement indiqué que cette situation ne pouvait pas attendre des heures plus civilisées. Dave attendait à l'intérieur les lumières fluorescentes projetant des ombres dures sur des traits qui semblaient avoir vieilli de plusieurs années et de plusieurs semaines. L'intérieur du garage avait été vidé de son contenu habituel, ne laissant qu'une table pliante au centre de l'espace entourée de 4 chaises métalliques. Sur la table s'étalait un ensemble de documents de photographie d'imprimés d'ordinateur et ce qui semblait être des dossiers financiers marqués de surlignages jaunes et de notes manuscrites dans l'écriture angulaire caractéristique de Dave. Le simple volume de preuves suggérait des semaines, voire des mois d'enquête, avec d'innombrables heures passées à reconstituer un puzzle dont personne d'autre n'avait connaissance. Le chef sentit son estomac chuter lorsqu'il s'approcha de la table et commença à scanner les documents étalés devant lui et les données de course qui ne correspondaient pas aux dossiers officiels. Des photographies prises au téléobjectif montrant des réunions entre des membres de l'équipe et des individus, dont aucun n'a été reconnu. Des relevés bancaires révélant des dépôts d'argent à des moments suspects, coïncidant avec des courses au cours desquelles les voitures favorites ont connu des pannes mécaniques inexplicables. Des captures d'écran de messages textuels utilisant un langage codé au sujet d'arrangements de paiement et de résultats qui avaient été prédéterminés avant que les moteurs ne soient allumés les soirs de course. Il ne s'agissait pas de spéculations ou de théories paranoïaques, mais de preuves documentées et vérifiables d'une corruption systématique dans leur propre rang. « Je travaille sur ce dossier depuis le mois d'octobre », a déclaré Dave, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains alors qu'il triait les documents.
Tout a commencé lorsque j'ai remarqué des irrégularités dans les données de chronométrage des courses que nous avons organisées l'été dernier. Au début, il s'agissait de petites choses, de fractions de secondes, qui ne correspondaient pas tout à fait lorsque je les comparais aux images des caméras embarquées et aux données GPS. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être simplement d'un dysfonctionnement de l'équipement ou d'une erreur humaine dans l'enregistrement des temps. Mais plus je creusais, plus des schémas se dessinaient qui ne pouvaient pas être expliqués par des coïncidences ou des erreurs. Sean a pris l'une des photographies et l'a étudiée avec une expression qui est passée rapidement de la confusion à la reconnaissance pour finalement se fixer sur quelque chose qui ressemblait à de la douleur physique. L'image montrait un membre de leur équipe, quelqu'un avec qui ils avaient couru pendant des années, quelqu'un qui avait été invité aux barbecues familiaux et aux fêtes d'anniversaire, quelqu'un à qui ils avaient confié leur vie dans des rues dangereuses où des décisions en une fraction de seconde faisaient de la différence entre rentrer chez soi et aller à l'hôpital, rencontrant un homme qui travaillait pour une organisation de courses concurrente. La réunion semblait se dérouler derrière un restaurant dans un quartier de la ville où les gens allaient lorsqu'ils ne voulaient pas être vus. Cela remonte à au moins 2 ans, a poursuivi Dave en se plaçant dans bout de table comme un procureur qui expose son cas. Peut-être plus longtemps, mais 2 ans, c'est le plus loin que j'ai pu remonter avec certitude. Quelqu'un au sein de notre équipe a transmis des informations à des intérêts extérieurs, en partageant des détails sur nos voitures, nos stratégies et nos plans avant les courses. Mais c'est pire qu'une simple collecte de renseignements. Il y a des preuves de sabotage actif des courses qui ont été lancées délibérément, des pannes mécaniques qui ont été conçues pour se produire à des moments précis, et même des incidents que nous pensions être des accidents mais qui pourraient avoir été orchestrés. Le visage de Monza était devenu pâle, et lorsqu'il a parlé, sa voix sonnait creux. Tu es en train de nous dire que certaines des courses que nous avons perdues, certains des accidents qui ont failli tuer des gens, ce n'était pas seulement de la malchance ou des erreurs honnêtes. Quelqu'un au sein de notre propre famille travaillait activement contre nous. Dave hocha lentement la tête, et le poids de ce simple geste sembla peser sur tout le monde dans la pièce comme une force physique. Je suis en train de vous dire que quelqu'un en qui nous avons confiance, quelqu'un que nous avons protégé, défendu et traité comme du sang, nous a trahis pour de l'argent. Les mains du chef s'étaient recroquevillées en poings le long de son corps, sa respiration s'accélérant au fur et à mesure que les implications traversaient son esprit. Combien d'accidents évités de justesse, combien de victoires leur avaient été volées par quelqu'un qui était censé se battre à leur côté. Combien de fois s'étaient-ils réunis après des nuits de courses décevantes, se consolant les uns les autres, et promettant de travailler plus dur et de faire mieux, sans jamais savoir que le problème n'était pas leur préparation ou leur performance, mais plutôt un cancer qui se développait au sein de leur propre organisation. Qui est-ce ? Demanda Sean, et la question resta suspendue dans l'air comme une lame de guillotine qui attendait de tomber. Tout le monde dans cette pièce savait qu'une fois le nom prononcé, il ne serait plus possible de revenir en arrière, de prétendre qu'il n'avait pas appris ce qu'il savait maintenant. La révélation exigerait des actions et des décisions qui modifieraient fondamentalement le paysage de leur monde des courses et détruiraient potentiellement les relations construites au cours de décennies de luttes et de triomphes partagés. Dave a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti un dernier morceau de papier qu'il a tenu un moment avant de le placer face contre terre sur la table. Avant de passer la parole, j'ai besoin que vous compreniez tous quelque chose. Une fois que vous saurez de qui il s'agit, une fois que cette information sera connue de tous, nous nous engagerons sur une voie qui ne sera pas de tout repos. Il y aura des confrontations, des complications juridiques, une attention médiatique que nous ne pourrons pas contrôler et des retombées qui toucheront tous les membres de l'équipage, qu'ils soient coupables ou innocents. Les gens vont devoir choisir un camp et tous ne vont pas choisir le camp que nous pensons qu'ils devraient choisir. Il a retourné le papier, révélant un nom qui a frappé chacun d'entre eux comme un coup physique. Le silence qui a suivi était absolu, rompu seulement par le bruit lointain de la circulation sur l'autoroute voisine et le bourdonnement fluorescent dur des lumières du plafond. Parce que le nom sur ce papier n'était pas quelqu'un de périphérique ou quelqu'un qui avait récemment rejoint l'équipe, c'était quelqu'un de central dans leur opération, quelqu'un dont la trahison ressemblait moins à un couteau dans le dos qu'à un sol qui s'ouvrait sous leurs pieds. Quand les frères deviennent ennemis, les lignes de fracture sont apparues dans les heures qui ont suivi la révélation de Dave, s'étendant au-delà des 4 personnes qui s'étaient réunies dans ce garage fermé à clé.
Au lever du soleil, toute l'équipe savait que quelque chose de catastrophique venait d'être mis au jour. Les détails sont rares. Dave et le chef gardent les détails sous contrôle, mais il y a suffisamment de fuites pour empoisonner l'atmosphère. Les soupçons se répandent rapidement, rendant les amis de longue date méfiants et sur la défensive. La première confrontation a eu lieu dans l'atelier de Murder Nova. Les membres de l'équipe sont arrivés sous prétexte de travailler sur des voitures, mais ils ont rapidement fait savoir qu'ils voulaient des réponses. Le traître accusé n'était pas présent. Dave insiste pour qu'il soit tenu à l'écart jusqu'à ce que des décisions soient prises, mais leur absence ne fait qu'intensifier la colère. Les accusations fusent non seulement contre le traître invisible, mais aussi contre Dave lui-même. Quitte à donner le droit de jouer au détective, s'écrie un membre de l'équipage. Vous avez enquêté sur la famille, dans notre dos rassemblé des preuves, comme un flic, puis vous avez laissé tomber sans les laisser se défendre. Le chef a coupé court au bruit. Dave lui avait apporté les preuves parce qu'elles étaient accablantes et sérieuses. Il ne s'agissait pas d'une rumeur ou d'un soupçon, mais d'une trahison avérée qui avait coûté des courses de l'argent et presque des vies. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait dissimuler. Pourtant, l'équipe s'est divisée comme personne ne s'y attendait. Certains ont immédiatement soutenu Dave, estimant que ses actions étaient nécessaires pour révéler un cancer avant qu'il ne se propage davantage. D'autres l'ont considéré comme le destructeur d'une confiance sacrée, arguant que les questions internes ne devraient jamais être traitées avec des documents qui pourraient se retrouver entre de mauvaises mains. Les alliés de l'accusé font valoir un contre-récit. Dave est compromis par le ressentiment, la paranoïa ou la soif de contrôle. Son comportement replié sur lui-même devient la preuve de son instabilité. Ils exigent une confrontation publique. Le refus de Dave, qui invoque des craintes d'intimidation et de falsification, ne fait qu'aggraver les soupçons. Sean se retrouve pris au piège entre les deux camps. Il avait examiné les preuves de près et savait que les rejeter nécessitait un aveuglement volontaire. Mais il avait aussi fait confiance aux accusés pendant des années, couru à leur côté, compté sur eux pour sa vie. Réconcilier les preuves tangibles avec la loyauté vécue lui semblait impossible. Puis des éléments de preuve de Dave ont été divulgués à des équipes d'autres villes. En l'espace de 48 heures, l'histoire s'est répandue dans l'underground des courses de rue, déformée par la rumeur. Les pertes passées ont été remises en question. Les événements sont annulés. La réputation que l'équipe s'est forgée pendant des années commence à s'effondrer sous le poids des soupçons. Murder Nova tente de jouer les médiateurs en organisant des réunions destinées à rétablir l'unité. Au lieu de cela, elles se sont transformées en joutes oratoires. De vieilles rancunes ont refait surface et des conflits sans rapport les uns avec les autres ont été militarisés. La fraternité qui les définissait autrefois n'était plus qu'une illusion brisée par la vérité. Le bilan pour Dave est brutal. Il s'attendait à une résistance, mais pas à être traité comme un paria par des gens qu'il aimait. À certains moments, il se demande si le silence n'aurait pas été plus facile. Si la paix construite sur des mensonges valait mieux que la vérité qui détruisait tout. Puis il s'est souvenu des conducteurs blessés, de l'argent perdu, des accidents qui n'en étaient pas, et il a retrouvé sa détermination. Certaines vérités étaient trop importantes pour rester enfouies, quel que soit le prix à payer pour les découvrir. Le bilan. La décision d'aller de l'avant a été prise un matin où une pluie verglaçante a transformé les rues d'Oklahoma City en miroirs de glace noire traître, créant des conditions où personne de sensé n'essaierait de faire une course, mais où tout le monde semblait déterminé à rouler trop vite de toute façon. Dave était assis seul dans son garage, entouré des voitures et de l'équipement qui avait défini sa vie d'adulte, tenant un téléphone qui le mettait en contact avec un avocat spécialisé dans les affaires de fraude et de conspiration. La conversation était clinique, détachée, axée sur les normes de preuve, les accusations criminelles potentielles et les réparations civiles qui semblaient très éloignées de la dévastation émotionnelle qui déchirait sa famille de coureurs automobiles. Si vous allez de l'avant avec cette affaire, disait l'avocat, sa voix grésillant légèrement à travers la connexion, vous devez comprendre qu'il n'y a aucun contrôle sur l'ampleur de la propagation ou sur les personnes prises dans le rayon de l'explosion. Les forces de l'ordre seront impliquées. Il y aura des enquêtes qui s'étendront au-delà de la personne que vous avez identifiée. Des dossiers financiers seront cités à comparaître. Des personnes qui n'ont rien à voir avec la trahison pourraient encore faire l'objet d'un examen minutieux si leur nom apparaît dans la documentation. Cela devient beaucoup plus important qu'un règlement de compte au sein de votre équipe de course. Dave ferma les yeux, sentant le poids de cette réalité s'abattre sur ses épaules.
Il avait commencé cette enquête en voulant simplement comprendre pourquoi les choses ne collaient pas, pourquoi les schémas ne correspondaient pas, pourquoi des doutes persistants l'empêchaient de dormir. Il n'avait pas cherché à devenir un dénonciateur ou à déclencher le genre de dénouement complet que l'avocat décrivait. Mais il se trouvait maintenant à un carrefour où les deux voies semblaient aussi destructrices l'une que l'autre, et le choix ressemblait moins à un choix de direction qu'à un choix de la version de la catastrophe avec laquelle il était prêt à vivre. L'alternative à la voie légale était de traiter l'affaire à l'ancienne, la justice de la rue, la résolution interne, le genre d'éthique de la frontière rugueuse, sur laquelle l'underground de la course avait fonctionné, bien avant que les caméras, les sponsors et les avocats ne s'en mêlent. Cette voie signifiait confronter le traître directement, lui permettre de faire face à l'équipe qui l'avait trahi et imposer les conséquences que la communauté décidait d'appliquer. Elle serait brutale et peut-être violente, ne laissant aucune trace officielle pour établir un précédent ou dissuader de futures trahisons. Mais elle maintiendrait également les affaires de la famille dans les affaires de la famille, préservant au moins l'apparence d'unité, même si la réalité sous-jacente était à jamais changée. Le chef est arrivé alors que Dave mettait fin à l'appel avec l'avocat entrant dans le garage sans frapper, parce que c'est ce que 2 décennies d'amitié vous ont valu. Il ne demanda pas à Dave quelle décision il avait prise. Il se contenta de tirer un tabouret et de s'asseoir pour attendre, comprenant que certains choix ne pouvaient être précipités et que certains hommes avaient plus besoin de silence que de conseils. Ils restèrent assis ainsi pendant près de 20 minutes, écoutant la pluie marteler le toit métallique et regardant la lumière grise filtrer à travers des fenêtres crasseuses. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où j'ai fait confiance à mon instinct pour juger les gens et les situations, dit finalement Dave l'avoir rendu rauque par trop de nuits blanches et de tensions émotionnelles, à la façon dont je me suis forgé une réputation en étant capable de lire une course en temps réel, de savoir quand pousser et quand reculer, de sentir le danger avant qu'il ne se matérialise. Et j'ai complètement manqué cette trahison qui s'est produite juste sous mon nez pendant des années. Qu'est-ce que cela dit de mon jugement ? Le chef secoua lentement la tête. Votre instinct ne vous a pas fait défaut. C'est lui qui vous a fait remarquer les irrégularités en premier lieu. Qu'est-ce qui vous a poussé à creuser plus profondément alors que tout le monde se contentait d'explications superficielles ? La trahison s'est produite parce que quelqu'un est devenu très doué pour la cacher et non parce que vous avez cessé d'être doué pour la voir. Ne laissez pas cela détruire votre confiance en ce qui vous rend exceptionnel. Les mots ont aidé, mais ils n'ont pas rendu la décision plus facile. Dave s'est levé et s'est dirigé vers l'établi où une photographie était posée contre une boîte à outils. Une image datant de 5 ans plus tôt, montrant l'ensemble de l'équipage réuni après une victoire importante. Les bras autour des épaules des uns et des autres, les visages partagés par des sourires sincères qui témoignaient de la joie d'une réussite commune. Le traître présumé figurait sur cette photo placée près du centre, ressemblant pour tout le monde à quelqu'un qui appartenait à cet endroit et qui n'aurait jamais rêvé de saper les personnes mêmes qui l'avaient élevé. « Je vais de l'avant », a dit Dave, et ces mots m'ont donné l'impression de sauter d'une falaise sans savoir jusqu'où irait la chute. Je remets tout aux autorités et je laisse l'enquête suivre son cours. Si cela signifie que certains membres de notre équipe doivent faire face à des conséquences pour des choses auxquelles ils n'ont pas directement participé, si cela signifie que l'émission est annulée, ou que notre réputation est détruite, ou que des personnes qui me sont chères décident que je suis le méchant dans cette histoire, alors c'est ce qui se passera. Parce que l'alternative est de vivre en sachant que j'ai laissé passer une trahison parce que l'affronter était trop difficile ou trop dommageable pour mon confort. La plainte officielle a été déposée 3 jours plus tard, déclenchant exactement le type d'enquête approfondie dont l'avocat avait prévenu. Les agents fédéraux ont commencé à interroger les membres de l'équipage à citer, à comparaître les documents financiers et à examiner les images de la course avec une attention toute particulière. L'histoire a éclaté dans les médias spécialisés dans les courses automobiles avant de se répandre dans les médias grand public, fascinés par l'intersection de la culture underground et des récits de trahison. Les équipes de tournage qui avaient autrefois documenté des victoires ont maintenant filmé une famille de coureurs qui se déchirent sous le poids des accusations et des contre-accusations. Le traître accusé a été arrêté pour fraude, conspiration et racket, des termes juridiques qui semblaient surréalistes lorsqu'ils étaient appliqués aux courses de rue, mais qui reflétaient la nature sérieuse de leur tromperie systématique. Leur équipe de défense est immédiatement passée à l'offensive, dépeignant Dave comme un ancien ami vindicatif motivé par la jalousie.
Certains membres de l'équipe ont publiquement soutenu ce récit apparaissant dans des interviews où ils ont remis en question les motivations et le caractère de Dave d'une manière qui aurait été impensable quelques mois auparavant, mais d'autres se sont ralliés à Dave avec une intensité surprenante. Monza a organisé une manifestation de soutien rassemblant des pilotes de plusieurs équipes pour montrer clairement que s'opposer à la corruption interne était un acte de courage et non de trahison. Murder Nova a utilisé sa tribune pour défendre l'intégrité de Dave Argent que les vérités brutales devaient être affrontées même si elles étaient douloureuses. Même les membres de l'équipage qui avaient d'abord été sceptiques ont commencé à reconsidérer leur position au fur et à mesure que les détails apparaissaient et que l'ampleur de la trahison devenait impossible à nier. La procédure judiciaire prendrait des mois voire des années avant d'être entièrement résolue. Et le monde du hors-la-loi de la rue ne retrouverait jamais la simplicité innocente qui avait existé avant la découverte de Dave. La confiance, une fois brisée si profondément, ne pouvait pas être restaurée parfaitement, même avec du temps et des efforts. Mais quelque chose d'inattendu a émergé de l'épave, une version plus dure et plus honnête de la communauté qui reconnaissait l'imperfection humaine tout en exigeant des comptes. Daddy Dave porterait les cicatrices de cette période pour le reste de sa vie, et porterait toujours le fardeau d'être celui qui a brisé le beau mensonge qui les maintenait unis. Mais il saurait aussi que face au choix le plus difficile de sa carrière de coureur, il a préféré la vérité au confort, la responsabilité à la loyauté tribale et la croissance douloureuse qui vient en affrontant la trahison plutôt qu'en prétendant qu'elle n'existe pas. Cette connaissance n'effacerait pas le coup, mais elle rendrait le fardeau supportable.